Le 9 mars 1999, le vice-président américain Al Gore a fait une déclaration lors d'une interview de campagne. Il ignorait alors qu'elle deviendrait bientôt le sujet d'une petite polémique plutôt amusante. Il a dit « J'ai pris l'initiative de créer Internet ». Ça a déclenché une vague d'articles de journaux, de bandes dessinées et de mèmes qui se sont moqués du vice-président. C'est devenu une nouvelle forme d'humour politique pour sa campagne présidentielle de 2000. Absurde. Al Gore aurait vraiment prétendu avoir créé Internet. Eh bien, pas exactement. Ce qu'il voulait dire, c'était qu'il avait joué un rôle clé dans le dépôt de lois qui ont rendu Internet aussi accessible et puissant qu'il l'était dans les années 90. Mais à cause de son choix malheureux de mots, tout a été sorti de son contexte et même totalement déformé. Dire simplement qu'il a aidé à légiférer n'aurait pas eu autant d'intérêt que de laisser croire qu'il s'est assis, conçu et bâti Internet de toutes pièces tout seul. Son manque de prudence a ouvert la porte à une vague de déformations et de fausses informations. Mais ce qui a commencé comme des pitreries médiennes est vite devenu une vraie question brûlante. Si Al Gore ne peut pas se claimer l'invention d'Internet, alors qui le peut? Qui a inventé Internet? Bah là encore, c'est une question débile. On dirait bien que c'est Tim Berners-Lee, celui qui a créé le réseau mondial et le World Wide Web en 1989, puis l'a rendu public en 1991. Visiblement, c'est le père fondateur d'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Non? En fait, non, pas tout à fait. Il y a tellement de choses qu'on nous enseigne à l'école comme étant des vérités absolues. Eddie Whitney aurait inventé la machine à égrener le coton. Ben Franklin aurait découvert l'électricité. Thomas Edison aurait inventé l'ampoule électrique. Mais pour une technologie récente comme Internet, la réponse reste floue. Qui est l'Internet? Qui est le gars ou la fille? Il y en a tant. À qui rendre hommage? Dire qui est responsable d'Internet déclenche des débats sans fin. Tout dépend de la personne qu'on interroge, mais chaque argument vaut ce qu'il vaut. L'histoire derrière cette paternité est aussi complexe que l'invention elle-même. Un immense puzzle aux pièces multiples, où vous jouez un rôle clé. Donc, Al Gore était-il si ridicule d'afficher ses fiertés? Peut-être prenait-il ça au premier degré? Cette question reste ouverte parce qu'Internet lui-même est une technologie illimitée. Il n'est pas tombé du ciel en un clin d'œil. Sa montée en puissance s'est étalée sur des générations. On la connaît à peine par cœur tant elle est complexe. On la connaît à peine par cœur tant elle est complexe. On la connaît à peine par cœur tant elle est complexe. Confondre Internet et Web est une erreur classique. En gros, Internet, c'est un tas d'ordinateurs qui discutent entre eux. Le Web, c'est le logiciel qu'on utilise pour déchiffrer leurs messages. Ça peut sembler être une nuance de puriste. Quand on dit avoir acheté quelque chose sur Internet, tout le monde comprend. Mais faire la distinction est cruciale pour saisir l'histoire du net. Alors où tout a-t-il commencé? On pourrait dire qu'il y a une date de naissance précise pour Internet. Le 4 octobre 1957. Quand l'émission Leave It to Beaver est passée à la télé, bon, ce n'est pas ça qui l'a créé. Mais un autre événement important s'est produit ce jour-là. La Russie a lancé le satellite Sputnik dans l'espace, le premier satellite artificiel en orbite. Si c'était pas évident avant, les États-Unis et l'URSS se disputaient pour montrer qui était le plus fort. Après la Seconde Guerre mondiale, qui dominait le monde, ça a mené à la guerre froide. Pas une vraie guerre avec des combats directs. Merci Kennedy pour ça. Mais une période de grande tension politique, où les deux pays se regardaient comme des loups. Un effet secondaire de cette guerre froide, c'est la course à l'espace. Et quand les Soviétiques ont lancé Sputnik, les Américains n'étaient pas ravis. Pour rester vigilants et garder l'avantage technologique, le président Eisenhower a créé la DARPA, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense. Au début, tout s'est passé comme prévu. Mais avec des technologies plus complexes, atteindre les objectifs de la DARPA devenait plus dur. Pour surveiller les soviétiques et continuer à innover, les centres de recherche américains devaient rester en contact constant. Être joignable 24 heures sur 24 par téléphone ne suffisait pas. La seule solution, créer un réseau. À l'époque, dans les années 60, il n'y avait pas d'ordinateur portable facile à utiliser. On avait des machines lourdes et confuses, de la taille d'un salon entier. On appelait ça des mainframes. En reliant en permanence les ordinateurs centraux de ces centres de recherche, l'information pouvait circuler à une vitesse folle. DARPA pouvait ainsi accomplir bien plus de choses. Tout cela grâce aux théories de G.R. Licklider. Il avait 10 ans, et si on prenait les lignes téléphoniques fixes, mais au lieu d'y brancher des téléphones, on y connectait des ordinateurs. Grâce à Licklider et Bob Taylor, DARPA a loué des lignes téléphoniques pour concrétiser cette idée. Ils ont créé le Advanced Research Project Agency Network, ou ARPANET. La création de l'ARPANET, c'était un peu comme si l'histoire se répétait. Si tu t'intéresses à l'histoire américaine, tu as peut-être remarqué quelque chose d'étrange. La toute première élection présidentielle des États-Unis est la seule qui a duré une décennie entière. Pourquoi? Parce qu'il a fallu plus d'un mois pour dépouiller tous les bulletins de vote. Cette longue période sera la norme jusqu'en 1848, année où tous les votes seront comptés en une seule journée. Mais quel est le lien ici? Eh bien, et si je te disais que la raison est exactement la même que celle qui nous a permis de créer l'ARPANET dans les années 60? La télécommunication. En 1844, le télégraphe est inventé. Pour la première fois, les gens peuvent communiquer instantanément sur de longues distances. Plus besoin d'envoyer ces bulletins par la poste et de tout rassembler pour un décompte manuel. Il suffisait de les transmettre par fil. Ce qui prenait plus d'un mois ne prenait plus que quelques minutes.
Les mainframes reliés à une ligne téléphonique fonctionnent de façon similaire. Mais au lieu d'interpréter ces impulsions électriques comme du code Morse, on les interprète comme un protocole. Grâce aux capacités complexes des ordinateurs, au lieu d'envoyer seulement des lettres, on peut aussi transmettre des données ou des lignes de code capables de donner des instructions à un autre ordinateur. Mais les données informatiques sont compliquées. Comment les envoyer de la même manière qu'un système simple comme le code Morse? L'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd est l'un des miens. Ce que j'admire beaucoup, c'est sa pochette, qui illustre le processus scientifique de base. Deux principes y sont mis en avant. Un prisme. Si vous faites passer une lumière à travers un prisme, elle se décompose en plusieurs couleurs de l'autre côté. Transmettre des données informatiques fonctionne pareil, mais en sens inverse grâce à la modulation. Pour faire simple, la modulation prend plusieurs signaux d'entrée et les convertit en un seul signal qui voyage sur la ligne, puis est redécomposé sous sa forme originale au bout. Il existe des machines conçues pour cela, les modems. Je mets beaucoup de détails techniques ici, c'est vrai que ça dépasse mes compétences, mais c'est justement ce qui permet d'envoyer des données complexes sur la ligne. À l'époque, la seule limite venait de la puissance des ordinateurs. Plus ils devenaient puissants, plus on pouvait envoyer d'autres types de données, comme des images. Mais là, on s'égare un peu. Tout a commencé le 30 octobre 1969. La première connexion d'ARPANET reliait Charlie Klein à UCLA et Bill Dugal à Stanford. Klein voulait envoyer le mot login, le L est passé, puis l'O, et là, le système a planté, il a recommencé depuis le début, il a renvoyé un autre L. Donc, techniquement, le premier message d'Internet était littéralement LOL, pas mal du tout. ARPANET cassait les codes à l'époque. Le principe des lignes téléphoniques. Et si un canal tombe en panne, rien ne passe. Le destinataire n'a même pas idée que vous avez essayé de lui envoyer quoi que ce soit. La commutation de paquets change la donne. Elle découpe le fichier en plein de petits bouts. Chaque bout prend un chemin différent. Ils sont tous réunis à l'arrivée. Bien plus fiable, non? Au pire, si deux canaux sautent, seul un petit panache du fichier manque, pas tout. Le destinataire voit ça, il demande au serveur d'envoyer le reste. C'est exactement ce que raconte Willy Wonka en 1971. Il y explique comment il transmet des barres de chocolat par la télé. Vous savez tous comment fonctionne une télé normale. Vous prenez une photo, la découpant en millions de morceaux minuscules qui traversent l'air jusqu'à votre écran pour être remis en ordre. Ouvrez un peu plus la bouche quand vous parlez. Oui, c'est exactement ce qu'on imagine. Les barres Wonka sont envoyées en petits fragments et reconstituées à l'autre bout. ARPANET n'a pas inventé le paquetage, il l'a juste rendu populaire. Il a fait pour les données des gros ordinateurs ce que Wonka faisait avec ses barres. Oui, Wonka était un génie polyvalent. En plus de transformer des mômes gâtés en chocolat, il a beaucoup contribué à l'informatique. Nous sommes les créateurs de musique, les rêveurs de rêves. ARPANET n'a fait qu'améliorer. Pour faciliter les messages, le programmeur Ray Tomlinson a séparé le nom de l'utilisateur et de la machine avec le symbole arrobe. Il a appelé ça email. En 1971, Internet et les messages existaient techniquement, limités aux universités, gouvernements, labos. En 1973, c'était même global. Mais ARPANET était loin d'être parfait. C'était plus un intranet privé qu'un réseau public. Quand il s'est connecté au réseau MPEL en Angleterre, il est devenu un extranet, un réseau privé où seul un partenaire extérieur spécifique avait accès. S'il devait grossir, quelques problèmes devaient être résolus rapidement. Radia Perlman, étudiant du MIT, a repéré une faille énorme dans ce réseau. Plus un réseau devient complexe, plus les risques de boucles d'itinéraires instables augmentent. Dans une telle boucle, les données circuleront à l'infini. Imaginez si vous pointez un micro vers un haut-parleur, ça crée un bruit strident qui monte jusqu'à exploser vos oreilles. Une boucle d'itinéraire, c'est la version informatique de cette situation et ça peut bloquer un réseau entier indéfiniment. La seule façon de résoudre ce problème serait que tous les ordinateurs du monde redémarrent, mais c'est totalement irréaliste pour un réseau comme ARPANET. Pourtant, en moins d'une semaine, Perlman a créé le protocole Spanning Tree, CTP. Cela bloquait ces boucles tout en laissant les données circuler sur plusieurs chemins dans le réseau. Alors qu'ARPANET grandissait, son influence s'étendait à d'autres réseaux comme Cyclade et MP. Peu après, d'autres types de réseaux ont commencé à apparaître. Nous avions déjà réussi à connecter des ordinateurs entre eux, mais si on interconnectait les réseaux, on appelle ça un internetwork, l'Internet. Ce s'est vraiment passé avec le NP l'ARPANET en 1973, mais relier des réseaux entre eux, c'était pas simple, à moins qu'ils aient exactement la même config. En vrai, c'était comme essayer de discuter avec des gens qui parlent tous des langues différentes, et si on crée une langue que tout le monde comprendrait, eh ben, tout a basculé au 1er janvier 1983, jour où l'ARPANET a adopté les protocoles TCP et IP. Créés par Vinton Cerf et Bob Kahn, ces protocoles ont fait des trucs incroyables, comme donner à chaque ordinateur son propre numéro unique, l'adresse IP, ou encore détecter et renvoyer automatiquement les paquets perdus en route. Plus besoin que l'utilisateur le fasse manuellement. Ils permettent aussi de confirmer qu'une transmission n'a rien perdu. C'était une étape cruciale pour l'ARPANET. Il y avait aussi le protocole UDP, un peu plus souple. Contrairement au TCP, il ne se soucie pas de vérifier si tout arrive bien. Son but, c'est la vitesse. Le TCP, c'est comme un facteur qui te rend ton colis que quand tu signes. L'UTP, c'est comme s'il le lâchait devant ta porte. Tu gagnes en vitesse, mais le risque de perdre des infos est là.
Je pourrais te raconter une blague sur l'UDP, mais je sais pas si elle arrivera jusqu'à toi. Avec le TCP, en tout cas, tu es sûr qu'elle arrive. Ces protocoles sont devenus la norme d'Internet, et ils sont toujours là aujourd'hui. Le 1er janvier 1983, c'est le jour où plein de réseaux privés se sont reliés pour former ce grand Internet unifié. Maintenant qu'il était plus robuste et fiable que jamais, on a pu commencer à le rendre plus simple à utiliser. Et si au lieu de taper une série de chiffres pour accéder à un serveur, vous pouviez juste écrire quelque chose de facile à retenir, comme un nom. Elizabeth Feindler, responsable du centre d'information sur les réseaux, gérait la documentation quasi exhaustive d'ARPANET. Elle a en fait créé un répertoire listant les noms des serveurs ainsi que leurs adresses numériques. Au début, ces identifiants étaient de simples nombres décimaux, mais avec l'avènement des adresses IP, elles sont devenues ce qu'on connaît aujourd'hui, des adresses IP proprement dites. Ce répertoire s'appelait host.txt et chaque ordinateur du réseau y accédait automatiquement. Feindler a proposé que les noms soient basés sur la localisation physique des machines. Ainsi, .com pour le commercial, .gov pour le gouvernement, .net pour le réseau, etc. Au lieu de mémoriser une longue adresse IP, il suffisait de taper exemple.com. Avec son équipe, elle avait mis en place le registre de nommage d'hôtes et le protocole WAS. Le hic, ce répertoire devait être mis à jour manuellement. Pour faire ajouter votre domaine, il fallait appeler les logiciels de Feindler. C'était la première fois qu'un tel répertoire était intégré au registre, et cela s'est reproduit plusieurs fois pour souligner l'importance de cette innovation. Mais à mesure qu'Internet grandissait et que de plus en plus de domaines étaient inscrits, cela devenait ingérable, ce fichier unique aurait fini par exploser. C'est alors que Paul Moka-Petris a amélioré le système de Feindler et conçu le système de nom de domaine, ou DS. Au lieu d'un seul fichier host.txt, on avait maintenant plein de ces fichiers, répartis sur différentes machines appelées serveurs DNS. Elles formaient leur propre réseau, et toutes les autres s'y connectaient. Les mises à jour se faisaient tout seuls. On peut dire que Feindler et Moka-Petris ont énormément contribué au côté intuitif d'Internet aujourd'hui. Avec le temps, toujours plus de réseaux dans le monde ont rejoint la toile. Le gâteau grossissait, mais la part d'ARPANET ne suivait pas. Elle devenait dépassée et moins importante. Encore une fois, elle perdait en influence jusqu'à être complètement arrêtée en 1989. Mais Internet continuait de croître. Avec l'arrivée des ordinateurs personnels, tout le monde pouvait y accéder, plus seulement les chercheurs. Il fallait rendre Internet encore plus simple. À CERN, un employé était fatigué de la complexité pour partager des données. Il devait même se déplacer chez ses collègues juste pour savoir quels fichiers ils avaient. Alors il a eu une idée. Et si on pouvait partager tout ça en un clic, sans se connecter à chaque fois? Cet employé s'appelait Tim Berners-Lee. Il a transformé son ordinateur en serveur pour lancer un programme qu'il a appelé le World Wide Web. Grâce à des technologies comme HTTP et HTML, on partageait des pages web avec des liens cliquables. Le premier site public est apparu en 1991, rendant l'information plus unifiée que jamais. On accédait au World Wide Web via des navigateurs comme Nexus, Lynx ou le très populaire Mosaic. Al Gore, fasciné par cette technologie, l'a surnommée autoroute de l'information et voulait lui donner toute la place possible. Grâce au texte qu'il avait soutenu en 1991, les enfants dans les écoles publiques et même dans les bibliothèques locales ont pu avoir accès à Internet. Quand le public a commencé à grossir, les entreprises y ont vu une nouvelle source de profit. Les fournisseurs d'accès Internet faits sont apparus un peu partout. Ils te donnent un modem que tu branches sur ta ligne téléphonique et ton ordinateur, et hop, tu as Internet. Par contre, fais attention, personne ne devra utiliser le téléphone en même temps chez toi. Mais comme c'était difficile de suivre exactement ce que les gens visitaient sur le web, se mettre à facturer selon l'utilisation s'est révélé peu pratique. Quand tu appelles quelqu'un, au moins, tu sais où il est, grâce à un indicatif téléphonique. Pour un internaute lambda, trouver où un site est hébergé est beaucoup plus compliqué. Étonnamment, demander des centaines de dollars par mois pour se connecter a fini par faire fuir les clients. Jusqu'à ce qu'une entreprise décide d'abandonner ce vieux système de facturation et propose un tarif mensuel fixe, comme un abonnement, mais à un prix abordable. C'est exactement ce qu'a fait Al Gore. Selon lui, cette entreprise s'appelait America Online et a dominé les faits tout au long des années 1990. Le navigateur Mosaic a ensuite été fortement amélioré pour gagner en vitesse et afficher des images. Il est devenu le Netscape Navigator, la référence absolue du web. Puis Microsoft a intégré Internet Explorer gratuitement avec Windows Netscape, a doucement disparu des radars avant de revenir sous le nom de Mozilla Firefox. En 1990, Netscape était la première à proposer un navigateur web, la première aussi pour un navigateur mobile. Avec l'essor d'Internet, plus de 70 millions de gens se connectent. Comme ceux qui ont travaillé sur l'ARPANET et autres réseaux de l'époque, tout le monde a apporté ses meilleures idées à cette structure décentralisée. Le web n'a fait que grandir. Puis sont arrivés les débits LD en Ethernet, et quelqu'un a eu l'idée folle de transmettre Internet par ondes radio. En s'appuyant sur les travaux d'Eddie Lamar, actrice et scientifique, le Wi-Fi est né. Et nous sommes là. Tout ça parce que les Américains ont jalousé les Russes. Qui a inventé Internet? On l'a tous fait.
Et oui, Al Gore, toi aussi tu y es pour quelque chose. Le gouvernement américain a pris l'initiative, mais tout le monde s'y est mis. Par essence, Internet, c'est juste nous qui nous réunissons. Chaque jour, de nouvelles personnes trouvent des moyens de renforcer ce lien, de le rendre plus intime. En restant connectés, on partage nos idées, nos pensées. Et on ajoute notre petit bout de cet immense puzzle encore incomplet. Alors continuez à créer. Aidez à faire d'Internet un meilleur endroit. Blague à part, tout ça vient de Willy Wonka. Bravo à Ruberbrick, gagnant du concours Brillant. Il raconte que le cours d'informatique de Brillant les a aidés à prendre des décisions logiques en programmation. Au final, il contribue aussi à rendre Internet meilleur. Merci. Et pour la résolution de problèmes au quotidien, à toi de nous le dire, Ruberbrick. Ravi que tu tirais quelque chose de si précieux de ce cours. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo te a plu, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos.